prendre le temps pour cet entretien croisé. Alors c'est vrai que l'idée est née de façon assez spontanée, une espèce de concours de circonstances où je vous ai rencontré l'une l'autre dans un temps réduit. Et il se trouve que vous-même vous êtes retrouvés dans la même période et vous vous rencontriez pour la première fois alors que vous connaissiez le travail de l'une et de l'autre. Le premier grand point commun finalement, bon, vous êtes toutes les deux des femmes de plus de 40 ans et qui est devenue sur le médium de la vidéo, qui vivait en fait entre la galerie d'exposition et l'expérimentation que permet aussi eh bien, le dispositif exposition, et puis la scène, on va dire, des festivals, du cinéma, dans toute la complexité de la production. Du coup, un des premiers points moi, qui me semblait intéressant par rapport à vos pratiques, c'est cette approche que vous avez toutes les deux à revisiter, on dira comme ça, le portrait. Visiter parce que le portrait est un genre canonique, très orienté, très catégorisé. Et ce que vous proposez finalement, c'est une déconstruction de ces catégories qui ont d'abord été, avec l'invention de la photographie, l'apanage en fait des portraits bourgeois. Alors Clarisse, on reviendra parce que tu as fait un film sur les protestants. Là encore, on verra qu'il se dessine autre chose. Et donc, de ces portraits bourgeois, se sont construits tout un système, on va dire, de déviance, où on va venir donc catégoriser ce qu'on va appeler les criminels, les délinquants, les hors-hommes, les femmes, etc. Il me semblait aussi intéressant de préciser, ce serait peut-être de dire que la vidéo est venue presque dans un deuxième temps. Toi, Laura, tu as d'abord commencé avec la chambre photographique, donc un dispositif assez lourd, assez contraignant. Et toi, Clarisse, tu as commencé donc par des études qui t'ont aussi emmené à faire de la critique d'art. Et donc finalement, vous êtes passé à l'image en mouvement, mais moi j'avais le sentiment que c'était vous-même qui vous mettez en mouvement à travers le médium vidéo. Et je trouve que c'est assez juste en fait ce parallèle que tu fais qui, en tout cas moi dans ma pratique, me semble de plus en plus évident d'être non seulement en mouvement mais d'être aussi immergé au sein d'un groupe, immergé dans un espace où voilà, il y a beaucoup d'interactions. Alors que, en effet, venant de la chambre, d'une pratique photo quand même très posée, très construite en amont, où finalement le modèle est face à moi. Je pense qu'en effet, au bout d'un moment, j'ai senti les limites de cette fixité et de cette rigidité, en tout cas dans ma pratique, et c'est ce qui m'a amené à prendre un appareil photo numérique et à commencer à filmer. Et c'est vrai que ce rapport au corps de l'autre, au fait de pouvoir me déplacer autour de lui, même si au début, finalement, les premières images que j'ai faites en film, je suis quand même dans un bateau. Donc j'ai pas tellement cette possibilité-là au début de circuler autour de mes personnages. Mais ça a pu se faire aussi à terre et finalement c'est vraiment ouais, ce rapport nouveau à l'autre qui moi m'a complètement accaparé et m'a complètement incité à faire pratiquement que du film pendant un certain temps. Tu le ressens comment, ce passage de l'image en mouvement à toi-même te mettre en mouvement? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ben moi, contrairement à Laura, c'est vrai que j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai commencé par la critique d'art. J'ai jamais eu une pratique du dessin ou autre. Je suis pas du tout manuelle, mais j'étais plutôt dans une pratique du regard. Et c'est vrai que j'ai commencé par contre avec des petites caméras vidéo et donc avec un appareil qui était léger, qui était vraiment le prolongement de mon corps en fait. Et comme une prothèse, mais c'était vraiment la prothèse. Je me suis rendu compte en fait que c'était dès que tu avais une caméra vidéo et que tu avais le but de faire un film, tu pouvais regarder beaucoup plus intensément les choses parce que tu étais caché derrière cet appareil, tu devais te concentrer sur l'image et donc c'était une manière d'être avec les autres ou de pénétrer des milieux que j'avais envie de pénétrer
mais en ayant cet appareil qui était une forme de transition et de point de contact avec l'autre. Vous avez aussi commencé avec des personnes qui finalement étaient assez proches de vous, parfois la famille, des amis, pour ensuite vous diriger vers une forme d'altérité et un choix particulier de personnes, soit qui vivent en situation de crise, soit qui sont dans des moments d'entre-deux, par exemple les adolescents. Tu as également fait un travail sur les fins de vie. Alors toutes les deux, vous avez aussi fait une série auprès de toi d'une CMP et toi Clarisse d'un hôpital. Et donc ce sont des personnes qui sont aussi, d'une certaine manière, j'avais le sentiment, en situation de survie. Ouais, et des personnes que l'on ne photographie pas forcément, qui sortent en fait des schémas habituels aussi du portrait. Clarisse, on a parlé de ce portrait bourgeois, et dans un de tes entretiens, j'ai pu lire que donc, tu as fait une série un film qui s'intitule Les Protestants, qui provient en fait de ton cercle familial. Et tu dis tu as ressenti une plus grande difficulté finalement à les filmer parce qu'ils étaient dans une sorte de protection de leur propre image. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette difficulté que tu as eue à les filmer alors qu'ils sont proches de toi finalement? Ben oui, normalement la plupart de mes films c'est d'aller vers des gens que je ne connais pas ou un milieu que je ne connais pas et de me rapprocher d'eux et d'en faire des proches, des amis, de faire en sorte qu'ils fassent partie de ma vie. Là, c'est la seule fois où j'ai filmé ma famille. Donc, c'est une partie de ma famille qui fait partie de la bourgeoisie protestante. Et en effet, c'était le milieu le plus difficile à filmer. Parce que c'est des gens, les bourgeois protègent leur image. Leur image, elle a une fonction sociale, professionnelle. Et du coup, ils font très attention. Enfin, ils sont très hiératiques dans le cadre. J'ai fait quelque chose avec, ça m'intéressait. Mais c'est vrai qu'ils se livrent très peu. Donc, il y a quelques moments où les gens se livrent, c'est très fort parce que ça arrive tout d'un coup. Il y a peu de films documentaires qui ont été faits sur des milieux riches ou bourgeois. En général, les documentaires, c'est sur des gens qui sont dans des situations de crise ou situations de pauvreté, ou des situations où c'est des gens qui ont des impératifs beaucoup plus importants que de protéger leur image. Et comme tu dis, protègent leur survie. Et en même temps, quand toi, tu es en train de filmer ces moments de survie, c'est vraiment les moments d'aventure. J'avais le sentiment, Laura, même si ça n'a jamais été peut-être réellement pensé de cette manière, avec ta série aussi des adolescents qui sont aussi sortent entre deux, ou de réfugiés qui se cherchent, il y avait aussi cette idée de rituel, de passage en fait, qui se travaillait aussi dans ton œuvre. Je pense que cette idée de rituel initiatique, c'est surtout dans Koropa qu'on l'a. Mais juste pour rebondir par rapport aux séries dont tu parles, je me souviens que ce qui m'a vraiment marqué et complètement chamboulé dans ce projet que j'ai fait avec des ados qui étaient suivis dans un centre médico-psychologique, ça a été de voir à quel point le pouvoir de l'image, il avait aussi un vrai impact sur eux. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient un rapport à leur corps qui était très compliqué, avec des jeunes filles anorexiques ou en surpoids, qui du coup avaient vraiment du mal avec leur image. Et il y a eu ces deux images que j'ai fait avec Amélie, donc il y en a une qui s'appelle Deserto Rosso et l'autre d'Alba. Où en fait Amélie, c'était une jeune fille qui était d'une séance de photo à l'autre, elle changeait complètement de visage. Enfin, c'était très très étonnant. Et je me souviens qu'on a fait une première séance de photo comme ça au petit matin dans un paysage de Dunkerque que j'avais choisi pour elle. Et pour
préparer la deuxième séance, puisqu'en général, à cette époque-là, je faisais 2 ou 3 séances de photos pour parvenir vraiment à une image qui pour moi avait du sens. Chose que je fais rarement. Pour la deuxième séance de photos, j'avais imprimé les images de la première séance pour, voilà, comme repère, et elle traînait comme ça dans la voiture et elle les a vues en fait. Et en fait, quand elle a vu les images, elle s'est pris vraiment pleine gueule l'image qu'elle renvoyait à ce moment-là. C'est-à-dire, il y avait vraiment une violence quoi, dans son être, dans la maladie en fait, dont elle souffrait et qui était tout d'un coup, elle la voyait en fait. Et en fait, elle a fondu en larmes, elle n'a pas voulu poursuivre la séance de photo, donc évidemment on l'a arrêtée. Et quand je l'ai ramenée chez elle, on a discuté avec sa mère qui, pareil, en voyant les images, comment dire, s'est mise aussi à pleurer, alors qu'il n'y avait rien de nouveau par rapport à... Enfin, j'avais fait la séance de photo la semaine d'avant, mais tout d'un coup, le fait de l'avoir figée... de l'avoir peut-être extériorisée aussi. Ouais, tout d'un coup, il a fallu que sa mère lui dise « Mais Amélie, regarde-toi, c'est comme ça que tu es en ce moment, il faut que tu sortes de ça en fait. » Et moi, je pensais qu'on allait arrêter du coup la séance de faire des photos, parce que c'était pas l'idée de la mettre en danger et qu'elle se sente mal. Et en fait, en accord avec sa mère et avec l'équipe de médecins qui m'accompagnait, qui l'accompagnait aussi dans ce projet, on a décidé de continuer. Que justement, ça allait peut-être déclencher... que ça allait être un processus de qu'elle allait déclencher, voilà, quelque chose par rapport à sa prise de conscience de ce qui se passait en elle en fait. Et donc on a continué ces images et pour aboutir à une image qui me convenait à elle, à moi. Et c'est vrai que je pense que pour la première fois, j'ai vraiment senti que la prise de vue qu'on pouvait faire allait être un moment charnière dans la construction de cette jeune fille en fait. J'allais te proposer peut-être aussi d'utiliser l'expression de technique de soi, de technique du corps. Dans la photographie contemporaine, on pense à pas mal d'artistes qui ont fait aussi des autoportraits, dans l'idée aussi de s'approprier une image, voire de s'inventer un visage. Et il y a peut-être aussi tout ce processus qui s'est mis en place avec l'adolescente dont tu parles, ce processus donc d'extériorisation du visage sur un support et ensuite de réappropriation d'une image qui finalement nous échappe parce qu'elle est insaisissable si elle n'est pas figée. Et alors d'un autre côté, Clarisse, toi tu procèdes d'une autre manière, mais peut-être que se met aussi en place cette question de techniques de soi, qui sont aussi les techniques de soi dans la façon dont Foucault en parle des rituels, des choses qui sont répétées, parfois quotidiennement, et qui appellent finalement une forme de création de soi, de subjectivité. Je pense par exemple à ta série Boyzone. Alors là, on n'est pas sur un modèle, on va dire, dans une approche vivante, parce que tu parles d'images préexistantes, d'images qui sont d'emblée aussi connotées, parce que tu les trouves dans des revues d'archives. Ce que tu vas produire, c'est finalement un nouveau rapport en fait, à l'expérience que nous avons de ces images. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la série Boyzone que tu avais débutée en 98, il me semble? 98 en vidéo. J'ai commencé en vidéo en fait. Une vidéo sur des rituels masculins en fait. Des endroits où il n'y a pas de femmes que je peux filmer à distance ou alors en faisant partie, mais un langage corporel, ce qui peut être développé avec les attitudes du corps et quels peuvent être les signes d'appartenance qu'on donne
qu'on donne quand on est en groupe. Oui, voilà. Là, à ce moment-là, ils égorgent un bouc. Ça aussi, c'est un rituel masculin, c'est au Kurdistan. Mais il y a aussi un travail de photo. Donc, travail photo et aussi travail en utilisant des images d'archives. Mais ça, c'est un boyzone. C'est un travail que j'ai fait sur la représentation des délinquants. Moi, ce que tu vois, ça, c'est des délinquants français. C'est des délinquants du nord de la France. Ça, c'est une série où ils sont tous photographiés sous le même angle. C'est la presse, hein, c'est pas moi. C'est juste avant que le procès commence, donc juste avant le drame. Et ils arrivent, c'est quand ils arrivent dans le tribunal. Donc il y a vraiment une intensité dans leur regard. Et ils savent qu'ils sont regardés aussi eux-mêmes avec intensité. Il y a une série sur les délinquants mexicains. On parle beaucoup du Mexique et du degré de violence qu'il y a au Mexique. Là, la photo que tu vois là au dos, c'est une photo prise en Thaïlande. Tout de suite avec cette... très souvent, ça c'est au moment où il arrive dans le commissariat, c'est des archives de la police. Tout de suite on l'a dénudé, quoi. Donc il y a une notion d'infamie comme ça. Il est coupable, il n'a même pas encore été jugé, mais on le dénude. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le processus que tu réalises à partir de ces images donc, de presse ou qui proviennent de fichiers de police? On a dit aussi que le portrait s'est constitué à partir de toute une taxinomie de catégories de personnes. Et là, tu les reprends et tu vas finalement leur donner une nouvelle dignité. Et ça, c'est un travail que vous faites aussi toutes les deux, on l'abordera au cours de la discussion. Ben oui, c'est des images de presse. Ben là encore, tu vois, comme celle-là où tu vois, où il est dénudé. En même temps, il est dans une position, il ressemble un peu à un Saint-Sébastien. Enfin, c'est assez drôle comme avec ces photos, on peut... Tu en fais des icônes en fait. Voilà, ceux-là, tu vois. Comment est-ce qu'on représente les délinquants, mais quels sont aussi les fantasmes qui peuvent se projeter. Tu vois, celui-là, là aussi, encore une fois, il est dénudé, tu vois son sein, il est très jeune, il est très beau, il porte son arme, en même temps il a 13 ans, c'est un gangster de 13 ans. Celui-là, tu as la main gantée du policier qui lui soulève le menton pour lui dire de regarder l'objectif. On voit l'ombre de sa première moustache, c'est des images assez troublantes parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, à la fois toutes les peurs urbaines qui vont se projeter sur ces jeunes-là et beaucoup de fantasmes sexuels aussi qui peuvent être vus à travers les images. C'est curieux parce que dans celle-ci, il y a vraiment une mise en scène qui joue, qui joue à la fois, on a l'impression, sur la propre mise en scène qu'ils pourraient faire eux-mêmes devant un appareil photo. Et celle des flics qui le prend. Donc tu agrandis ces images J'agrandis ces images, je les sors de leur contexte aussi, pour qu'on ne voit pas leur motif d'inculpation et pour que ça redevienne des portraits. C'est une image d'infamie, d'êtres qui sont à la fois coupables et innocents, puisqu'ils sont issus d'un système qui est coupable aussi de les avoir laissés dans cette misère qui les a amenés à ces actes-là. Et en les sortant de leur contexte, en les agrandissant, pour moi ça redevient un portrait. Et en retouchant les pliures du journal, un peu comme quand je retouche les pliures, parce que les journaux, il y a toujours des taches. Je pense au Most Wanted Men de Warhol, où c'était les photos des criminels les plus connus aux États-Unis, et il utilisait beaucoup les trames qui se bougent, les trames de sérigraphie, comme ça, les accidents. Moi, c'est pas ça, c'est au contraire plutôt les petits délinquants, le menu fretin, mais dont on ne va pas parler, mais qui apparaissent tout d'un coup dans la presse avant de disparaître pendant des années dans un trou noir, dans le trou noir des prisons. Et j'essaye oui, c'est vrai que à la retouche, je répare les pliures, j'enlève les taches, un peu comme je soignerais leur peau. D'ailleurs, toutes les deux, vous m'avez dit en préparant la discussion, une phrase chacune qui faisait assez sens. Laura, tu disais chaque image est le résultat d'une rencontre. Complètement, ouais. Et toi, Clarisse, tu disais comprendre l'autre au sens de prendre avec soi. Et c'est là où en fait on en arrive d'ailleurs c'est le titre de ton bouquin, sur une idée de politique de la présence, où finalement ce que vous recherchez, c'est, on l'a dit vite fait, détruire ces catégories pour aller retrouver une espèce d'intensité du corps et surtout essayer d'effacer tout jugement moral qui à chaque fois détermine notre regard. Et c'est en ça aussi que je me disais que vous vous mettiez en mouvement parce qu'on est tous nourris de normes, de préjugés, on ne peut pas en sortir d'une manière, quoi qu'on en pense, même si on est tolérant, on les a, elles nous contiennent.
Et vous, en fait, dans l'approche que vous avez de l'autre, dans cette altérité que vous recherchez, eh bien, vous y allez sans nous donner, sans porter un jugement ni moralisant, ni dévalisant. Par exemple, Laura, dans ton film qui a été présenté à la galerie Les Filles du Calvaire, où l'on voit donc une scène de formation entre Ben, qui est donc un passeur, et Patron, qui est un jeune enfant. Il y a toute cette dialectique un petit peu particulière où eh bien, finalement on ne voit plus le bien et le mal, on est un peu par-delà le bien et le mal. Et c'est aussi ce que tu fais avec Poison. Peut-être tu peux nous parler un peu aussi de ce film que tu as réalisé. Oui, donc on parle de Coropa que j'ai commencé à filmer en 2013. Et en fait, je m'étais rendue aux Comores pour faire un repérage, donc pas du tout à l'époque dans l'idée de faire un film ou des photos, mais vraiment dans l'idée d'amorcer un travail sur les passeurs et sur les enfants passeurs, puisque je savais que les passeurs utilisaient des enfants pour conduire les bateaux. Ce qui fait que dans ce type de projet, qui est quand même pensé en amont, enfin en tout cas on va dans un territoire à la recherche de quelque chose, et au final, une fois que tu es sur place, tu as soit des situations qui alimentent en effet une idée que tu t'es faite avant de venir, mais si tu creuses, tu fais face à des situations qui sont complètement inattendues, et donc ça a été assez déterminant, en tout cas lorsque j'ai rencontré Ben et Patron, puisqu'ils sont dans une relation comme ça totalement inattendue d'un père adoptif qui a recueilli un enfant, et au final assez vite je ne suis pas face à un passeur mais face à un homme dans toute sa complexité en fait, et c'est ça en fait que j'essaye de restituer, en tout cas au mieux quand je fais un travail, c'est qu'est-ce qui compose cet homme, quel est son parcours, enfin voilà, que tout d'un coup il en soit devenu à être passeur. Enfin, c'est pas le fait d'être passeur qui le définit en fait, mais c'est vraiment moi ce qui m'a intéressée, c'est la relation qui s'est construite avec Patron, et qui tout d'un coup nous amène aussi à envisager les choses différemment, puisque j'ai aussi, je me rends compte aussi que je suis face à un passeur qui a une forme d'éthique, dans la mesure où il surcharge pas ses bateaux, où sa principale préoccupation c'est que ses passagers arrivent à bon port, et donc il forme extrêmement bien ses pilotes à la navigation. Alors peut-être on peut préciser qu'il les forme parce que lui-même est passé 2 fois aussi en prison, et que si maintenant il se fait prendre, eh bien, ça risque d'être vraiment dramatique pour lui. Donc il forme de jeunes enfants entre 10-12 ans à peu près pour faire le passage. Donc, c'est là où je venais aussi sur ces questions de raison, de morale un petit peu aussi occidentale, alors que sur place, finalement, les choses sont tout autres. C'est-à-dire que les choses sont tout autres, et il y a aussi question de survie économique avant tout aux Comores, puisque si Ben on est venu à devenir passeur, c'est parce que son métier de pêcheur et de mécano lui rapporte pas assez pour nourrir sa famille. C'est quelqu'un qui vit quand même dans des conditions extrêmement modestes, et qui de fil en aiguille devient passeur pour arrondir les fins de mois. Et donc en l'occurrence avec lui, on n'est pas non plus dans le gros business du passage clandestin comme il existe ailleurs aux Comores. Mais voilà, avec une nécessité
de survie économique et une vraie stratégie qui est mise en place, qui est en effet de faire piloter ces bateaux par des enfants pour leur faire prendre les risques à sa place. Et Clarisse, toi, dans une autre mesure, je pensais à la vidéo avec Karima ou Ovidi, ou encore dans Turkish Lover, Kurdish Lover. Pardon, oui, avec cette vieille qui est à la fois cruelle et absolument attendrissante, mais qui, d'une certaine manière, exploite sa bru, lui refuse tout bonheur. Et là, pareil, on se retrouve face à une sorte de moment où on est désemparé parce que, encore une fois, on se retrouve face à la personne et au-delà de toute morale. Peut-être tu peux nous parler de ces personnages. Alors, je sais pas si... Je sais que Laura, toi, tu utilises beaucoup cette notion de personnage. Complètement, je sais pas ouais. si toi, elle te travaille aussi, Clarisse. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que quand tu parles de la vieille, tout le monde l'appelle la vieille, et qui est la grand-mère du père de mes enfants, c'est vrai que pour moi la violence elle fait partie des rapports humains et j'essaye de faire des films où l'angélisme n'a pas sa place. Donc moi c'est une des personnes que je préfère dans la famille parce qu'elle donne énormément d'affection et elle est violente aussi quand elle demande de l'argent, quand elle est dictatoriale mais en même temps elle ne s'en cache pas. Donc j'aime beaucoup. Et Karima c'est une dominatrice SM, donc en effet la violence fait partie de sa manière de communiquer. Dans ses rapports avec les soumis, mais en même temps elle est très maternelle. Enfin, c'est vraiment, il y a un échange qui intègre une part de violence. Et cette part de violence, dans les films, j'ai envie de la mettre en jeu et de la mettre en débat. J'ai pas envie de l'adoucir en fait. J'ai envie de la montrer telle qu'elle, mais comme la vieille, oui, on est au Kurdistan, donc c'est une région en guerre, donc la violence elle est partout et elle agit dans les rapports. Dans les rapports entre les individus. Ouais, j'avais le sentiment en fait que ce que vous proposez finalement, c'est donc de nous faire faire une espèce de pas de côté, et peut-être j'utiliserai l'expression de perspectivisme, c'est-à-dire essayer de voir de l'autre côté, avec un autre point de vue. En fait. C'est de chercher en tout cas l'angle sous lequel on n'a pas l'habitude d'envisager la chose en fait. C'est pas tant un objectif que je me donne pour le spectateur, mais c'est moi-même, j'ai besoin de ça en fait, de comprendre une situation qui est quand même complexe, qui est aussi à l'étranger, en tout cas pour tout le travail que je mène aux Comores, c'est une culture qui n'est pas la mienne, un territoire qui n'est pas le mien. Aussi d'être toujours dans cette idée de qu'est-ce que moi je peux apprendre, je peux recevoir aussi de ces situations qui sont retranscrites ici en Europe de telle ou telle façon et comment je peux en proposer un chemin de traverse peut-être plus. Et c'est pas, tu vois, par rapport à Ben, j'ai pas à le réparer. Enfin, il est ce qu'il est, c'est un passeur et comment dire, malgré l'amitié qui s'est développée entre nous, j'aime oublier ce qu'il est quand même, c'est-à-dire quand même un homme qui utilise aussi des enfants. Mais j'essaye de valoriser ce qu'il y a à valoriser chez lui, ce qui moi me semble, ce que j'ai perçu de lui en tout cas de son rapport quand même paternel envers Patron, qu'il a quand même sorti de la rue, à qui il est extrêmement fier aussi de transmettre un métier, puisque être passeur c'est un métier pour Ben avant tout. Et puis aussi qu'on puisse sentir cette forme d'éthique en fait qui est complètement inattendue, en tout cas dans notre esprit. Ce que j'essaye, c'est d'être juste avec eux. Juste envers la perception que j'ai d'eux. C'est aussi pour ça que je passe beaucoup de temps, que c'est des projets sur le long terme,
J'allais y venir. Voilà, qui me permettent de voir évoluer les gens et tout en continuant à les filmer. Finalement, Koropa, le film a vu le jour en 2016, alors que j'ai commencé à les filmer en 2013. J'allais venir justement sur cette question en fait de temps long qui est commune pour l'une et l'autre, et donc de cette pratique du document qui n'en est pas vraiment un, mais qui commence toujours avec une immersion très longue dans le quotidien de ces personnes dont on a dit qu'elles étaient parfois en situation de crise, parfois dans des situations qui nous semblent délicates. Et c'est là où en fait vous déplacez la notion de documentaire qui souvent en fait est très pensée en amont et puis qui se réalise assez rapidement. Vous le pensez également en amont, j'imagine, mais surtout vous laissez advenir quelque chose et vous faites de ce qui pourrait sembler assez exceptionnel un moment, on va dire, plutôt banal, pour justement être dans une rencontre plus forte. Moi, je crois que la différence, c'est en effet le temps que tu passes avec les gens et le temps que tu passes à faire tes films. Alors, chacun a une manière de fonctionner qui est différente. C'est vrai que moi, j'écris pas beaucoup en amont. Dès le départ, dès que je commence à rencontrer les gens, j'arrive tout de suite avec la caméra pour que la caméra fasse partie de notre rapport, notre relation et que moi je trouve ça très difficile. Enfin, j'ai pas du tout ce processus comme certaines personnes qui font de longs repérages, qui écrivent presque un scénario mais à partir du réel et qui introduisent la caméra au bout de quelques mois voire d'années de repérage. Moi, la caméra, elle est tout le temps avec moi, comme tu travailles ton chien partout, tout le temps avec toi, moi c'est ma caméra. Et justement, en parlant du réel, tu me disais venir du cinéma du réel. Ouais. Mais encore une fois, il me semble qu'il y a un glissement qui s'opère dans vos pratiques. On a parlé de cette notion de documentaire, on sent déjà que c'en est plus vraiment un. Toi, Laura, tu fais beaucoup de mise en scène. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a le sentiment que vous glissez vers ce qu'on peut appeler donc une espèce de réalisme magique. Ouais. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, en présentant peut-être certains de tes travaux, comment ce réalisme magique apparaît en fait à l'écran? Moi, je m'intéresse beaucoup aux rituels aussi, on en a parlé tout à l'heure, aux rituels comme étant des éléments qui nous mettent ensemble. J'avais même fait une pièce qui porte ce nom-là, où je mettais plusieurs rituels en même temps. Rituel au Chiapas, une prière, un pasteur indien de Tzotzil qui avait fait une prière de nuit, dans le noir, mélanger des rituels filmés au Kurdistan, des rituels de Kurd Alevi, avec des transes, et le même rituel en banlieue parisienne, où on n'est pas dans les éléments sacrés que sont la montagne et l'eau, et on n'est pas dans cette violence de la guerre, donc c'est beaucoup plus apaisé, avec des rituels sadomasochistes aussi, que j'ai filmés dans les soirées organisées par Karima. Oui, il y a des moments où dans le rituel, mais ça peut être très bien aussi être des rituels quotidiens, comme ce que tu as filmé avec l'homme qui appelle ses chiens, il y a des moments où on est comme en suspension en fait. Où dans ce moment du rituel, on est dans une espèce de lien très fort qui peut être des liens, où sont des liens de symbiose ou au contraire de confrontation avec l'autre, avec son milieu, et c'est des moments où les choses tout d'un coup font sens à l'image, quoi. À un moment, tu peux filmer pendant 1 an ou 2 ans, et puis il y a un moment où tout prend corps à ce moment-là. Voilà. Donc, et le réalisme magique, oui, c'est ces moments très quotidiens dans lesquels on s'élève et qui sont des moments où, en effet, quand tu passes beaucoup de temps avec les gens, tu les regardes intensément, et à un moment, tu apprends à les regarder d'une certaine manière. Tu sais où est ton point de vue, tu sais où est ta place, et là, on arrive à ce réalisme magique, ouais. Et qui est, je pense qu'il y a un intérêt aussi de plus en plus, je trouve, chez les artistes, tu parlais d'ethnologie, d'anthropologie, pour ce qui nous reste des anciennes religions qui ne sont pas si anciennes que ça d'ailleurs, quand on va au Mexique ou dans des pays où c'est encore vivant, où il y a encore, je ne sais pas comment appeler, peuple premier, ou maintenant indigène, puisque indigène, j'ai vu que les Indiens se revendiquaient comme indigènes, c'est une notion politique que tu revendiques maintenant, donc
on peut dire les cultures indigènes maintenant, il y a cette relation magique, et un magique qui est très lié aux éléments qui sont immédiatement là, la végétation qui t'entoure, les aliments que tu consommes, c'est des aliments qui sont sacrés aussi parce qu'ils font partie de ce qui te nourrit. Donc je pense que... Toi, Laura, on l'a senti là dans tes derniers travaux, il y a cette dimension, toi aussi tes vidéos d'ailleurs elles se déroulent dans le noir, c'est un point commun pour l'aborder. On a l'impression que ton travail se dirige de plus en plus vers des forces obscures, mais au sens peut-être de l'animisme et des choses comme ça, mais d'une certaine manière c'était aussi assez présent dans tes premiers travaux sur ces adolescents dont tu nous as parlé, avec bien justement cet effet souvent de voile, de lumière particulière, de mise en scène avec des contre-jours, quelque chose ouais, un peu... peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus une notion de énigmatique ou assez mystérieuse que je recherchais en tout cas dans ces photographies qui étaient en effet mises en scène, scénarisées, etc. Ce qui est pas le cas au final de mes films, en tout cas de Koropa et Joe, et même de Géoliao, le travail que je développe avec les jeunes à Mayotte, où finalement le réel nous amène lui-même cette part de magie en fait, quand on le laisse advenir. Et en fait, je me suis rendu compte, moi je scénarise pas mes films en amont en fait. Je suis sur place et puis j'essaye voilà, j'essaye, voilà, je fais plus, en fait maintenant j'ai complètement inversé mon processus de travail d'avant à la chambre, très scénarisé, très pensé, avec beaucoup de repérage, etc. Je débarque pas avec ma caméra, moi en fait j'ai quand même besoin de ce temps et de cette mise en confiance. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je sais que moi la caméra par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer elle dérange au début, ou peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'assumer en tout cas, et en fait donc après un certain temps de connaissance avec les gens, je commence à filmer, mais donc en effet à partir de petites choses que j'ai déjà repérées, qui me semblent intéressantes. Et il y a 2 ans, lorsqu'on a commencé à travailler avec les jeunes à Mayotte, on leur a proposé des petites scènes comme ça. Et en fait ça ne marchait pas du tout. Très vite ça ne marchait pas parce qu'ils surjouent, enfin voilà, on était dans il y avait un rapport à la mise en scène qui ne fonctionnait pas, et au final on s'est rendu compte que en passant du temps, en revenant, en étant là le jour, le soir, etc., ils nous donnaient d'eux-mêmes ce type de situation on espérait un peu pour la dramaturgie en fait du film. Et ces petits moments magiques, c'est là qu'ils arrivent, c'est de voir les jeunes circuler la nuit avec des petites lampes de poche parce qu'ils n'ont pas d'électricité, c'est de les voir accrocher une petite enceinte au cou d'un chien parce que c'est plus facile, c'est lui qui porte la petite enceinte, c'est les voir jouer avec des crabes, avec les chiens, enfin c'est des choses en fait qui viennent contrebalancer la précarité dans laquelle ils vivent, et qui aussi les ramène du côté de... C'est des gamins en fait. En fait, vous vous laissez toutes les deux suivre par vos intuitions, d'autant plus quand vous vous retrouvez en situation où il y a la barrière de la langue, et vous continuez à filmer malgré tout, et parfois vous découvrez à rebours ce qui s'est dit, et là finalement vous êtes, excusez-moi l'expression, mais comme un petit animal qui est attentif juste aux signes
au corps, au langage du corps. Voilà, aux tonalités. Peut-être vous pourriez nous parler justement de ce rapport à la langue. Peut-être Clarisse, tu peux commencer. Pour Kurdish Lover, c'est vrai que j'ai fait un dérochage plus traduction pendant 1 mois et demi après le film. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que quand on connaît le contexte, on se met à comprendre quelques mots petit à petit et on comprend ce qui se passe, on comprend qu'ils se disputent à propos de tel problème, de telle vache qui est tombée malade, de telle histoire qui revient tout le temps sur le tapis. Donc, et en effet, avec quelques signes, on comprend que ça va démarrer. Et donc du coup, il y a peut-être aussi une dimension un peu magique, même si après on tord un peu l'expression, qui s'opère dans cette zone de flou. Et encore une fois, vous êtes toutes les deux dans cet entre-deux que vous recherchez, que ce soit avec les personnages que vous ciblez, ou en tout cas vers lesquels vous allez, aussi les lieux qui sont des lieux de tension, et finalement ce rapport en fait qui surplombe encore tout ça. On l'a dit, vous évoluez dans 2 milieux différents, celui de la galerie, donc de l'art contemporain avec ses propres codes, et puis celui des festivals des films. Et vous présentez parfois les mêmes œuvres, mais donc du coup dans des contextes complètement différents, celui du cinéma qui va peut-être prendre en otage le spectateur avec une heure déterminée, des sièges face à un écran, tandis que lorsque vous êtes dans l'espace de galerie, il y a un autre rapport qui s'inverse complètement. Les spectateurs viennent, repartent, il n'y a plus d'heures. Il n'y a plus forcément cette frontalité puisque vous disloquez un petit peu ces écrans et puis vous mettez en place finalement des rapports de sens, de contamination entre différents travaux. Peut-être pourriez-vous nous parler maintenant de ce passage en galerie, peut-être aussi en évoquant ce qui se joue en festival. Je ne sais pas si Linoula veut commencer. Quand je travaille sur un film, au tout début, je ne me posais pas la question est-ce que ça va être un film pour le cinéma, est-ce que ça va être un film pour la galerie, est-ce que c'est du documentaire, est-ce que c'est du docu-fiction, enfin, tu vois, ce type de questionnement, je suis mes intuitions et le film ressemble à la forme qui me semble le plus juste par rapport au contexte, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en valeur. L'espèce d'expo, moi je l'envisage aussi comme un terrain d'expérimentation. Ce qui n'est normalement pas le lieu quand on expose en galerie, peut-être plus quand on fait des expos en centre d'art. Mais du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de construire un dialogue entre, de toute façon, l'ensemble des pièces qui parlent d'un territoire commun, et puis il y a quand même... ce qui est complètement opposé de il y a quand même un lien entre ces gamins qui sont apprentis passeurs, et puis ensuite ces gamins qui sont clandestins à Mayotte, c'est comme une espèce de continuité. Et donc, là, l'espace d'exposition, il me donne un peu cette liberté-là de mettre en résonance des images fixes, des images en mouvement, alors que quand on regarde un film, quand on pense un film pour le cinéma, il y a quand même un peu des codes, j'ai l'impression qu'il faut quand même respecter à minima pour que, tu vois, le spectateur, il accroche, il reste dedans pour... voilà. C'est vrai que le rapport, il est très différent. Dans une expo, on peut choper une bribe, et il faut que aussi cette bribe, elle soit c'est un autre film représentatif en même temps aussi. C'est un autre film qui se fait dans le parcours. Alors ouais. Tu disais, Laura, finalement le spectateur en galerie va naviguer sur un même territoire avec des œuvres différentes. Toi, Clarisse, ce ne sont pas les mêmes territoires, et donc du coup les contaminations et les sens qui se créent sont encore plus perturbés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu avais peut-être réalisé
en galerie, comment tu t'étais... Moi, c'est vrai que j'ai un travail que je peux montrer dans des milieux de cinéma, de festival, voire une sortie salle, avec un producteur, enfin produit dans le milieu du cinéma, et j'ai un travail en tant qu'artiste. Et en général, c'est pas les mêmes choses du tout que je montre. Quand on est dans l'installation, on est dans un espace immersif. On est dans des images qui communiquent entre elles, et un son qu'on doit gérer comme ça aussi, avec l'idée que les sons doivent cohabiter avec le corps du spectateur qui est présent au milieu de ces images, et le spectateur qui, par ses déambulations dans l'espace, c'est lui qui fera le montage en fait. C'est lui qui a plusieurs images qui se proposent simultanément à son regard. Et voilà, et puis moi je pense que c'est intéressant parce qu'on peut s'amuser. On peut s'amuser aussi à modifier les sens en inversant les images ou en changeant l'ordre des images, alors qu'avec le cinéma c'est un cheminement dans le temps, c'est un arc logique. Voilà. Je ne sais pas si vous qualifiez vos travaux de politique ou d'engagé, ou si ces deux mots vous semblent un peu galvaudés ou trop connotés. Mais je pensais par exemple au prix Marcel Duchamp qui s'est tenu l'année dernière, où il y avait bien 4 vidéastes qui aussi naviguaient entre le monde de l'art contemporain et celui du cinéma, et 3 d'entre eux avaient des sujets qui faisaient écho aux questions liées à la décolonisation. Au point finalement qu'on a eu le sentiment au sein de la critique et de la réception du coup qu'il y avait une sorte de trop-plein. Alors c'est un peu paradoxal parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de manifestations événementielles qui parlent de ces sujets-là, parce qu'ils doivent être peut-être aussi abordés, et aujourd'hui en particulier. Et puis d'un autre côté, il y a un sentiment de rejet qui grandit de façon parallèle sur ces questions décoloniales. Et donc quand je vous parlais de réception, je sais par exemple, Laura, toi, tu as une approche dans ton travail, donc tu parles de la question des migrants, question d'actualité. Et puis, bon, on sait que beaucoup d'artistes se sont mis aussi à penser à cette question un peu ces dernières années, avec une forme d'opportunisme qui n'est pas du tout ton cas, puisqu'on a vu c'est un long travail qui se fait donc dans une durée sur une dizaine d'années. Et donc, toi, dans ton rapport aussi à l'image, qui est une image très construite, assez esthétisante, ou en tout cas très plastique, je sais, tu nous as dit qu'on a pu parfois te reprocher justement de pouvoir traiter de ces sujets, d'esthétiser peut-être la misère ou aller la vendre ensuite en galerie. Et c'est là en fait où je voulais un peu arriver. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la migration, c'était en 2009. Juste après, en fait, ce projet avec les ados. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression je pourrais dire, tiens, j'ai commencé tôt à travailler par rapport à d'autres. Et pour moi, à l'époque, j'ai traîné à travailler dessus parce que d'une part, il y avait déjà beaucoup d'artistes à l'époque qui me semblaient travailler sur les migrants à Calais. Moi-même, je suis originaire du Nord et donc c'est quand même des zones que je connais bien et dont je me sentais pas... de toute façon, je venais d'une image qui était beaucoup plus fictionnelle à l'époque. Donc il a fallu que finalement j'aille faire une résidence à Rome pour me trouver face à des situations de clandestinité qui m'ont interpellée différemment de ce que je voyais à Calais. Pour au final m'intéresser à ce sujet. Et évidemment, moi, les premières questions que je me suis posées, c'était des questions de légitimité, puisque d'une part, moi, je viens d'une photographie plutôt plastique, fictionnalisée, et il m'a fallu un certain temps, c'est-à-dire quand même quelques années pour... au début, j'ai abordé la migration, mais toujours
sous l'angle de la mise en scène et avec des figurants qui jouaient des rôles, pour petit à petit me rapprocher en étant à l'île de la Réunion à travailler avec des jeunes Comoriens et Mahorais qui étaient sans papier, qui étaient arrivés clandestinement, qui avaient fait le périple Comores, Mayotte, Réunion. Et en fait, il a encore fallu, encore une fois, c'était une histoire de rencontre aussi, qui a fait que je me suis tout d'un coup intéressée à ce qui se passait dans l'archipel des Comores, dont on ne parlait absolument pas en métropole. On commence, on en parle un petit peu vaguement, mais moi je débarquais dans cette partie de l'océan Indien, je découvrais cette histoire coloniale de l'archipel, puisque l'archipel a été occupé par les Français jusqu'en 1975, que l'ONU aujourd'hui considère que la France occupe illégalement Mayotte, c'est un fait. Et donc pour moi, il y avait, on n'était pas non plus sur ces questions, enfin, c'était pas en fait tout ce rapport au contexte post-colonial, décolonisation, dont on parle beaucoup depuis peut-être 4 ans, je pense, à peu près. Il y a 10 ans, c'était pas tellement... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les artistes... c'était pas tellement un sujet qui était vraiment débattu. Enfin, moi, je pense que, de toute façon, on est une société post-coloniale et on va le rester encore longtemps, puisque les restes de la situation coloniale, ils innervent toute la société, ils l'énerveront encore pendant des décennies. Après, c'est toujours le problème, que ce soit dans le milieu de l'art ou ailleurs, à partir du moment où les idées ont été nommées, beaucoup de gens s'en saisissent pour faire des expositions et pour parler du travail des artistes. Alors il y a des artistes qui s'en saisissent et puis ils s'en saisissent pour le meilleur et pour le pire. Donc quand il y a un trop-plein, c'est que évidemment il y a toujours des gens qui sentent ce qui se fait en ce moment et qui n'ont pas une réflexion, on va dire, sincère et approfondie, mais il y a des gens qui sont très forts pour se saisir des idées qui passent sur le moment. Alors parfois, c'est vrai que ça peut être des opportunités intéressantes pour nous d'exposer, ou alors pas du tout, au contraire. Et c'est là, en tant qu'artiste, qu'il faut être vigilant, afin que ton travail ne soit pas instrumentalisé, mais que les gens que tu filmes ou que tu photographies, et qui eux, par contre, tu les as photographiés, souvent en situation de précarité et de fragilité, en ayant un accord avec eux aussi, pour qu'eux ne se retrouvent pas dans des situations où ils se voient caricaturés, voire ridiculisés, voilà, ou instrumentalisés. Et ça aussi, c'est un problème éthique. À quel point tu instrumentalises les gens que tu filmes, ces questions d'éthique de l'image, mais qui sont des questions insolubles et glissantes et que tu ne peux résoudre qu'intuitivement. Parce qu'en effet, si tu penses que montrer des gens en situation difficile dans une galerie ou dans une exposition, c'est que certaines, c'est les instrumentaliser, parce que en effet, tu ne peux pas gérer le regard que les gens vont avoir sur eux. En même temps, si les artistes ne peuvent plus filmer des sujets difficiles, qui va le faire? Voilà. Non, mais j'attendais en fait que vous arriviez. Et en plus, ce qui me semble assez fort, encore une fois, dans les croisements qu'on peut faire, c'est que je pense en fait à un travail que tu es en train de préparer, là, Clarisse, qui se déroule en bas de chez toi, à Barbès. Finalement avec des personnes qui sont passées, qui ont fait la traversée, qui sont donc du coup immigré ici à Paris, et donc c'est comme si tu allais aborder la question peut-être en amont et pendant la traversée, toi aussi ici, et puis la légitimité aussi que vous avez toutes les deux dans votre approche. Donc on l'a dit, c'est un travail de rencontre avec une personne, et je sais que il y a un contexte. Vous avez aussi un rapport de bienveillance au long terme avec ces personnes. Vous pouvez venir en aide, que ce soit financièrement ou par d'autres moyens si c'est nécessaire. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que
ce que vous pointez finalement, c'est pas cette détresse, et puis une détresse qui serait revendue ou instrumentalisée dans la diffusion, la commercialisation, etc. Mais c'est finalement aussi la responsabilité qu'on a, que vous avez en tant que Française, par rapport à une histoire qui vous façonne. C'est-à-dire que d'un côté, on a des personnes dont on aurait peut-être pris la mémoire, l'histoire, et vous participez à cette reconstruction, vous ne la faites pas, vous donnez la parole. Et puis d'un autre côté, vous avez aussi cette responsabilité de, tu le disais en citant l'ONU ou certaines lois, là tu m'as parlé de la loi Balladur qui fait que du coup ils se retrouvent en état de clandestinité, ou Clarisse aussi de la réaction politique et du traitement aussi de ces migrants en France. Et c'est là aussi où peut-être tout se renverse, et encore une fois, vous opérez ce fameux pas de côté qui devient un petit peu macro finalement. Et là aussi, notre conscience politique, peut-être éthique, enfin je sais pas. Non mais toutes les deux on a un rapport au portrait, et en fait le contexte dont tu parles, on en parle toujours à travers le prisme d'un individu. Donc voilà. Et c'est aussi ce qui, enfin moi c'est ce qui me permet de rencontrer les gens, d'avoir des rapports affectifs. Enfin je filme les gens que j'aime et avec qui j'ai envie de garder contact. Voilà, dans Mescaline, les Mexicains la famille mexicaine qui fait partie du film, mais ça fait 10 ans que je vais les voir régulièrement là où ils habitent et que je les filme, et que la caméra fait partie aussi du rapport qu'on a ensemble. Mais je vois grandir leurs enfants, et ça c'est ça qui m'intéresse moi. Et tu disais à plusieurs reprises, et je trouve ça très beau, que la caméra est comme un prolongement de toi, de ton regard. Et je me demandais, peut-être pour conclure, c'est encore une fois une question un peu glissante, mais est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, ce regard que vous avez sur le monde et peut-être a une particularité, une sensibilité particulière? C'était la question piège. Une sensibilité, mais pourquoi est-ce que nous, on aurait une sensibilité différente? Non, mais si, c'est non, mais c'est clair, en fait, on est quand même, de part, moi je vois bien, comment dire, quand on est une femme blanche en plus, qu'on va filmer au commun un groupe d'hommes, forcément ça inclut un rapport qui est particulier en fait. Comment dire, qui aussi amène plein de questions sur la façon dont tu filmes l'autre, dont tu filmes le corps de l'autre. Et le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Parce que ça. Et puis comment comment en tout cas tu essayes d'être en tout cas extrêmement vigilante à tous ces stéréotypes d'exotisme. Oui, parce que Clarisse, dans son travail, à un certain moment, on a le sentiment qu'il y a une érotisation du corps masculin, alors que toi, Laura, tu me disais justement de prémunir un maximum d'esthétiser ces corps noirs, parce que justement, on allait rejouer des clichés dans lesquels, encore une fois, il y a certaines pentes glissantes. Mais peut-être, Clarisse, tu voulais dire quelque chose sur ce regard en fait? Non, mais tu peux jamais faire abstraction du point de vue moi c'est vrai que on n'aime pas trop. C'est toujours compliqué de dire bah voilà c'est un film de femme, tu vas dire c'est un film de femme noire, c'est un film d'homosexuel. Évidemment tu filmes à partir de ce que tu es, mais à partir du moment où tu te classifies comme femme, comme homosexuel, comme noir, comme blanc, évidemment c'est ce que tu es et tu filmes avec ça, mais personne n'aime voir son film être classifié comme ça. Ouais. Enfin, ça dépend, mais c'est compliqué de voir son film être classifié comme ça. Donc oui, les gens que tu filmes te regardent, tu les regardes, enfin voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre les gens que tu filmes et toi, entre ce qu'ils sont et ce que tu es, et à quel moment ça travaille. Donc évidemment, c'est présent. En fait, la question. Mais il ne faut pas le dire, parce que dès qu'on le dit, c'est... Non, la question était très perfide et très glissante, et du coup, on a bien glissé. Mais en fait, pourquoi je l'ai aussi posée? Parce que... on l'a dit finalement, vous êtes des femmes, vous avez le médium de la vidéo qui vous permet, dans un deuxième temps peut-être aussi, tu me disais Clarisse, justement avec ce projet qui se joue à Barbès, donc auprès d'hommes qui vendent des cigarettes, etc., que la caméra était finalement l'instrument qui t'avait permis d'être
d'être en présence finalement d'un milieu qui est peut-être aussi, comment je pourrais dire, réservé aux hommes, en fait, tout simplement. Et donc c'était aussi un peu dans ce biais-là, en fait, que peut-être il y a quelque chose aussi qui se joue. Traditionnellement, la rue est un espace masculin, Voilà. où les hommes peuvent stagner et où la femme ne fait que passer. Barbès, c'est un endroit où la plupart des gens ne font que passer. Et quand on s'arrête, c'est pour acheter des cigarettes ou autre chose. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour une femme, culturellement, de stagner dans l'espace public. Et la caméra, oui, ça me permet de m'accrocher à cet instrument qui me laisse stagner, qui me donne une excuse pour regarder les gens. Parce que, où que ce soit, ça ne se fait pas de regarder les gens de façon continue pendant un quart d'heure. Caché derrière la caméra, c'est beaucoup plus facile. Pourtant, c'est quand même, tu vois, moi, le fait d'être une femme par rapport à ce que je fais, c'est un truc que tu peux pas occulter. Tu vois, dans la mesure où je me rends en Comores, je bosse avec un gang, je travaille avec quand même, je travaille avec des passeurs. Tu vois, avec quand même des populations qui ne sont pas accessibles comme ça, qui sont aussi de culture musulmane, donc avec qui, tu vois, le rapport aux femmes, pas entre eux et moi, mais du point de vue du reste de la communauté, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de notre propre rapport à celui qu'on filme, mais il y a aussi, en tout cas moi je suis extrêmement confrontée à ça, c'est le regard que porte l'entourage des gens qu'on filme sur, et l'interaction aussi que ça peut avoir sur nos projets. Justement, Clarisse, ça me fait penser dans Purity Lover, ce sont beaucoup de scènes de femmes. Et on sent bien finalement que l'homme ne veut pas passer forcément sous la caméra, excepté donc du coup le père de tes enfants, qui, je le disais, est considéré comme un enfant, donc il est toléré à rester avec les femmes et donc du coup être sous le spectre de la vidéo. Ben oui, parce que voilà, c'est une société patriarcale. Bon, déjà j'étais une femme, j'arrive parmi les femmes, mais c'est une société patriarcale où, surtout par rapport à moi, ils sentaient qu'ils avaient un rôle à jouer. Et le fait d'arriver avec la caméra, je les mettais en situation de fragilité. Alors que c'est vrai que les femmes, elles étaient dans le psychodrame, tout le temps dans la mise en commun des problèmes et des tensions et des disputes, et ça les dérangeait pas du tout d'être filmées. Donc moi, j'ai filmé ce que je pouvais filmer. Et les hommes, c'était beaucoup plus à distance. Et Octaï, comme il a toujours refusé de jouer ce rôle un peu patriarcal comme ça dans la famille, et comme il reste beaucoup avec les femmes, il avait cette position de c'est pas une femme, c'est un homme, mais c'est presque un enfant. Quoi. Il avait cette position intermédiaire. Et c'est elle qui le poussait souvent à bout nerveusement pour qu'il se mette à crier et qu'il prenne cette position de patriarche, parce qu'elles aiment bien. Ça fait partie tellement du système d'échange que... Oui, dans le premier passage de la vidéo, justement, la fameuse vieille qui dit faut qu'elle nettoie tout, pourquoi c'est une femme? Moi, mais j'ai nettoyé rien du tout et finalement ça s'est bien passé. Parce que je ne peux pas arriver et faire un film et en même temps faire le ménage. En fait, faire le ménage, c'est un marquage de territoire. C'est-à-dire que, pour moi, elle me dit tiens, vas-y, passe l'aspirateur, mais il a été passé 4 fois dans la journée, donc je ne vais pas passer une 5e fois. Mais en fait, au contraire, elle me disait mais non, on a préparé le terrain et tu passes l'aspirateur et tu marques ton territoire aussi en tant que femme. Tu fais partie de la maison. Comme le chien qui pisse, quoi. Voilà, comme un chien qui pisse. Et le fait d'être dans un univers masculin, peut-être parce que j'ai eu 3 frères, donc mais il y a aussi ce challenge d'aller dans un endroit où tu n'es pas censé être accueilli. Enfin, toi aussi, ça fait partie de l'adrénaline aussi. Ouais, bien sûr, tu vois, en fait, c'est une façon de aussi repositionner des rapports sur un autre mode aussi, en fait. Et c'est vrai qu'en ça, la caméra, elle nous permet ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis sûre que si j'avais pas ma caméra, j'aurais
pas suscité la curiosité de Ben. Il aurait peut-être pas forcément accepté que je vienne avec lui en bateau. Et là, le fait que, tu vois, j'étais une nana, que je débarquais comme ça de Paris, je lui avais montré tout mon travail, que je m'intéressais à ça et que j'allais peut-être filmer un petit peu sa façon d'enseigner à Patron. Tu vois, il avait une espèce aussi de fierté, de curiosité qui a fait que avec lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours été sur un rapport d'égal à égal. C'est-à-dire qu'assez vite, il m'a considéré comme... Alors lui, il est considéré comme un fundi aux Comores. C'est-à-dire un fundi, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui transmet et qui est reconnu pour son savoir. Et moi, un jour, ça m'a fait hyper plaisir parce qu'il m'a dit « Mais toi aussi, Laura, t'es un fundi, tu fais du cinéma, de la photo. » Et donc, j'ai compris que il me considérait comme une sorte d'égal. Vous savez, depuis quelques années, il y a pas mal de littérature qui ressort autour des sorcières. Oui. Et donc là, récemment, un livre de Mona Chollet qui refait une petite synthèse de beaucoup d'auteurs en fait, néo-féministes des années 70, au Sarawak, etc. Et en fait, ce qui se dessine un petit peu, c'est que pendant des siècles, des millénaires, le monde a été, en Occident, pensé, abordé à travers des catégories masculines de rationalité exacerbée, avec ces écarts de déviance par rapport à donc, cet homme blanc, etc. Et vous êtes un petit peu des sorcières contemporaines au sens où eh bien, vous allez peut-être réinjecter une nouvelle manière de voir le monde, mais aussi de concevoir le monde, justement en étant plus dans une sorte de fluidité, de rapprochement. Et c'est peut-être aussi là où le côté femme aussi fait appel à quelque chose qui se dessine dans l'ordre du contemporain. Peut-être une espèce de petite révolution copernicienne qui est en train de se mettre en place, là, tout doucement. Donc vous êtes des sorcières. Ça me va bien. J'aime bien. Moi, j'aime bien cette idée-là. Bah, oui, la sorcellerie, c'était un lieu du pouvoir féminin, puisqu'on parle du réalisme magique, puisqu'on a parlé du retour des cultures païennes, animistes. On peut parler du retour de la sorcellerie. C'était au temps où la religion était matriarcale. C'était, voilà, c'est vrai, hein, des chamanes femmes. Ça me plaît assez. Ouais. Et sorcière, c'est encore mieux parce que... J'aime bien ce mot, je préfère être chamane que sorcière. C'est vrai. Tu veux être chamane? Mais chaman, il y a quelque chose de, comment dire, j'ai l'impression que dans le chaman, il y a quelque chose qui est plus animiste, plus en contact avec le monde, avec les forces naturelles que la sorcière, dont le terme a un côté un peu... assez connoté aussi. Ouais, malfaisant, tu vois, c'est vrai, la sorcière, elle a ce rapport... comment dire, elle a cette image. Ça a toujours été une manière, lorsqu'il y a eu la chasse à la sorcière, d'aller diaboliser la femme. De diaboliser la femme. Et justement, il y a dans l'ouvrage de Starrock un passage assez court qui parle du bûcher des sorcières et qui explique en fait comment, lorsque la société s'est transformée sur un modèle capitaliste, en passant de la société féodale à justement un mode de production, eh bien on en est venu à aller cibler les femmes parce que la première industrie, en fait la première denrée qui a été commercialisée sous un système capitaliste, c'est l'industrie textile. Parce qu'elle ne pourrissait pas quand on faisait des longs voyages en bateau, parce que. Et donc pour obtenir le textile, il faut de la laine, pour la laine il faut des moutons, et pour les moutons, il faut les élever. Donc il y a eu un élevage de plus en plus intensif de moutons, et il fallait bien mettre ce qu'on a appelé des enclos, créer ces systèmes d'enclosure, où finalement les champs qui étaient partagés pendant la période féodale, donc où les paysans travaillaient en communauté,
bien qu'au service d'un souverain, avec ses systèmes de chasseurs, etc., eh bien, ils ont été de plus en plus compartimentés. Et donc, ce système, de communautés a périclité. Il y a eu une grande pauvreté qui s'en est suivie, une exploitation de plus en plus intensive. On peut aussi se dire que du fait d'avoir encerclé, eh bien, c'est toute l'idée de la propriété privée qui est venue se créer encore de façon plus forte. Et donc dans cet état eh bien de grande pauvreté, la femme représentait tout ce qui allait gêner le développement de la société, parce qu'elle était deux bouches à nourrir. Déjà, elle ne pouvait pas travailler comme un homme dans un champ, et puis en plus, elle allait potentiellement pouvoir donner naissance à d'autres bouches encore. Et donc, la chasse à la sorcière est aussi née d'une certaine manière de cette révolution du modèle économique durant cette période. Et donc, elle explique en fait savoir comment tout ça s'est un peu mis en place et comment on est venu aller chasser les femmes. Et donc, si on reprend cette idée de aujourd'hui, la question des sorcières, je ne pensais pas du tout qu'on allait aller là-dedans. Je vous égare un peu, bon, je vais m'arrêter là. Moi, je vais manger un petit gâteau. Mange un Moi mochi. aussi, Un mochi. Ils sont très bons. Un mochi. C'est bien. Merci Clarisse.